Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Afro-Business. À la une cette semaine, l'agro-business et son impact au sein des entreprises. Le secteur serait-il une alternative au chômage des jeunes sur le continent africain, notamment dans des pays de la sous-région comme le Cameroun? L'environnement dans lequel évoluent les entrepreneurs est-il propice au développement des différentes communautés? Ce sont des questions auxquelles va répondre en seconde partie notre invitée, Blanche Ongmesson. Elle est PDG de Devine Bakery SAS, spécialisée dans la transformation des farines locales en pâtisserie sans gluten et diététique. Mais tout d'abord, on va regarder cet élément sur les secteurs porteurs que sont l'agro et l'agribusiness qui fournissent, selon une étude, plus de 80% d'emplois aux populations locales. Plusieurs zones ont ainsi été répertoriées comme propices à une grande diversité. Étude de marché sur le secteur agrobusiness au Cameroun. On regarde. Un marché prisé, ouvert et considéré comme un terrain d'opportunité. Longtemps sous-estimé, l'agriculture est aujourd'hui reconnue comme le moteur de la croissance africaine. L'activité fournit autour de 60% d'emplois sur le continent, selon les différents rapports de la Banque africaine de développement. Un secteur qui a aujourd'hui subi les défis de la sécurité alimentaire, du réchauffement climatique et de croissance démographique. Au Cameroun, l'agri et l'agrobusiness sont les secteurs porteurs qui fournissent plus de 80% d'emplois, tant aux autochtones qu'aux habitants des zones urbaines. Un secteur plein d'opportunités, mais aussi de défis et des tendances. Le Cameroun dispose d'abondantes ressources naturelles, en plus de considérables réserves de pétrole, gaz, d'importants gisements de bauxite, cobalt, fer, or, nickel et uranium. Il possède également une étendue de forêts et de réserves d'eau propices à l'agriculture et l'élevage. Le marché intérieur est également l'une des opportunités, car permettant de vendre de nombreux produits agricoles et d'exporter en direction des pays voisins, comme c'est le cas du Tchad, de la Centrafrique, du Gabon et du Nigeria. De plus, le gouvernement a instauré une politique qui encourage les investissements à l'étranger dans le secteur agricole. Objectif visé, ouvrir des partenariats et investissements pouvant stimuler la croissance de l'agrobusiness. Mais malheureusement, les défis restent grands dans un secteur qui manque cruellement d'infrastructures de transport et de stockage, avec pour conséquence directe les pertes de récolte et la limitation aux différents marchés. Le difficile accès au financement et l'alternance des prix sur le marché mondial complètent ce tableau sombre. Des tendances se dessinent toutefois et annoncent une croissance économique rapide. La transformation locale des produits agricoles est de plus en plus pratiquée par les entrepreneurs, ce qui a pour effet de créer une valeur ajoutée et réduire les pertes post-récolte. L'utilisation des nouvelles technologies telles que les drones et les applications mobiles aide également à la productivité des activités agricoles. Les pratiques durables respectueuses de l'environnement et favorisant la biodiversité tout en garantissant la sécurité alimentaire à long terme sont aujourd'hui tendance. Et face au chômage qui touche les jeunes sur le continent, l'agro et l'agribusiness se positionnent comme solution. Aussi, le Fonds international de développement agricole des Nations Unies collabore avec plusieurs gouvernements en Afrique dans le financement des centres qui offrent aux jeunes des compétences nécessaires pour des emplois durables. À présent, cet entretien avec Blanche Ongmesson, je vous le disais, elle est présidente directeur générale de Devine Bakery SAS, spécialisée dans la transformation des farines locales en pâtisserie sans gluten et diététique. A tout de suite. Bonjour Blanche Ongmesson et bienvenue dans Afro-Business. Bonjour Amenga, c'est un plaisir d'être là. Très bien, alors on parle aujourd'hui de l'agro-business qui parfois est confondu à l'agri-business. Est-ce que déjà à l'entame de cet entretien on peut avoir et connaître la différence entre l'agro et l'agri-business? Bon, quand on dit agro c'est un lien avec l'agroalimentaire, c'est un lien avec la... Bon, agri c'est l'agriculture. Très bien. Agro c'est l'alimentaire, consommation. Voilà. Mais les deux vont ensemble de toute façon parce que ce sont les produits dérivés de l'agriculture qu'on transforme dans l'agroalimentaire. Très bien. Les deux vont ensemble. Alors, comment est-ce que l'agrobusiness, puisque c'est principalement, ça peut être l'agribusiness puisque c'est des produits qui sont issus, alors comment fonctionne l'agrobusiness et quels sont les principaux obstacles? Parce qu'il y en a beaucoup, notamment les financements. C'est vrai que l'agrobusiness, dans notre écosystème entrepreneurial au Cameroun, comment il ne faut pas se lever tôt le matin et dire qu'il va être entrepreneur. Vraiment,
il faut, comment dire, il faut être passionné par ce qu'on fait. Parce que si on dit qu'on devient entrepreneur dans le domaine agroalimentaire au Cameroun, parce qu'on a envie de se faire de l'argent, parce qu'on a envie d'être riche, je vous assure, il faut changer de métier, il faut franchement faire autre chose, parce qu'il faut aimer franchement ce qu'on fait. Parce que, bon, il faut noter une chose, c'est que nous sommes dans un environnement où les conditions de vie deviennent de plus en plus extrêmement difficiles. Et l'une des choses que la population déplore souvent le plus, c'est que les produits camerounais coûtent cher. Mais il y a beaucoup de raisons par rapport à ça. Voilà, les produits camerounais sont chers et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et ce qui réduit déjà que les ventes, par exemple, qu'une petite entreprise peut se faire parce que, bon, les gens n'ont pas ce pouvoir d'achat là-dedans. Du coup, les produits s'adressent juste à une certaine classe de la société. Donc, c'est une des difficultés. Vous avez cité un peu le financement. Vous serez peut-être surpris par ma réponse, pour moi, de par mon expérience. Je pense que le financement en lui-même n'est pas vraiment une grosse difficulté. Pourquoi? Pour la simple raison que moi, je me dis souvent que si on a accès à un grand marché, on aura forcément des financements. Parce que si aujourd'hui, je décroche un contrat de livret, je ne sais pas, dans une entreprise sérieuse, où je sais que chaque fin du mois, je peux faire un chiffre d'affaires peut-être de 500 000 ou 1 million, et qu'avec ce contrat-là, je vais voir un banquier pour dire, bon, voilà, j'ai un contrat, mais je pense que le banquier sera très fier de me donner son argent. Donc, pour moi, la plus grande difficulté, c'est avoir accès à un réel marché. Je ne parle pas des marchés, des supermarchés où on vous paye 90 jours, 60 jours, 3 mois, plus ou moins. Mais je parle d'un réel marché. Et lorsqu'on a vraiment accès à un réel marché, je pense que le problème de financement ne se pose pas véritablement. Vraiment, ça, c'est mon avis. Si je comprends, la difficulté peut se trouver au niveau des consommateurs, parce que c'est les consommateurs, on se rend compte qu'on consomme plus étranger dans les mariages, dans des cérémonies, et peut-être même dans des entreprises. Oui, ça, c'est malheureusement la réalité que nous vivons. Je pense que les consommateurs camerounais, de plus en plus, ont besoin d'être éduqués, non seulement sur l'importance de consommer du local, parce que c'est en consommant local que l'économie d'un pays se construit. Parce que lorsqu'on achète étranger, on enrichit les autres. Pourtant, le Cameroun, c'est l'un des pays les plus riches. En Afrique centrale, le Cameroun, c'est une référence, que ce soit dans le domaine entrepreneurial et autres. Je vous assure, on est dans les groupes avec certains pays étrangers. Le Cameroun, c'est une grande référence. Il y a des gens qui prennent le Cameroun comme une référence. Mais du coup, les consommateurs camerounais, malheureusement, eux, leur référence, c'est des produits importés. Mais qui ne sont même pas forcément des produits de qualité, parce que c'est des produits industriels, c'est des produits ultra transformés. Donc, du coup, ils ont de la qualité localement, mais parfois, ils estiment que c'est trop cher. Et parfois, je pose souvent la question, c'est cher par rapport à quoi ou par rapport à qui? Parce que lorsqu'on dit qu'un produit est cher, il faut que ce soit qu'on prenne deux produits égaux. C'est-à-dire que les produits ayant les mêmes caractéristiques et de se dire, OK, celui-ci est peut-être cher par rapport à l'autre. Mais quand on dit juste que le produit est cher, juste parce qu'il faut dire, ça n'encourage pas l'entrepreneur camerounais. Et pourtant, nous sommes là pour que notre économie puisse être renforcée, parce que de plus en plus, l'impact de consommer des produits importés se ressent de plus en plus, et notamment dans le domaine des farines. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. On passe du général au particulier. Vous, Daven Bakeri SAS, spécialisé dans la transformation des farines locales en pâtisserie sans gluten et diététique. Là, on a l'impression que vous alliez économie et santé. Effectivement. Pourquoi? Parce que lorsque le projet a démarré, je me suis rendu compte que dans le domaine de la pâtisserie, si quelqu'un... Je prends l'exemple d'un diabétique. Je me suis dit, bon, OK, lorsqu'un diabétique entre dans une boulangerie, il va seulement regarder une seule chose, du pain complet, il ne va pas regarder autre chose. Et ça ne lui permet pas d'avoir une alimentation variée, d'avoir une alimentation équilibrée. Lorsqu'on prend des gens qui font du régime, par exemple, la pâtisserie
est la première chose généralement qu'on fait. Parce que c'est trop sucré, parce que c'est trop gras. On dit non, il ne faut pas prendre des kilos. Alors, lorsqu'on se met dans cette posture-là, on se dit, mais dans ce cas, il y a un marché là-bas. Il y a des gens qui recherchent une alimentation saine, et notamment la pâtisserie. Parce que la pâtisserie, c'est une bête noire, en fait, pour des personnes qui ont des problèmes de restriction alimentaire. Parce que c'est à eux que nous, on s'adresse, en fait, qui souffrent de problèmes de restriction alimentaire. Alors, on s'est dit, il faut se positionner là pour que ces personnes-là qui avaient, par exemple, l'habitude d'aimer la pâtisserie, mais aujourd'hui se retrouvent privées parce que ça ne les fait pas plaisir. Ils aimeraient continuer à se faire plaisir, mais sans toutefois se culpabiliser. Alors, d'où pâtisserie sans gluten et diététique. Alors, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Parce qu'on parle de l'agro, ça veut dire probablement que vous travaillez avec des agriculteurs, d'autres entrepreneurs. Comment est-ce que vous organisez, vous, pour que vos produits puissent se vendre aisément? En fait, au niveau de l'organisation, nous sommes dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que de la production jusqu'à la poche, nous on est à un certain niveau. C'est-à-dire que nous on a des fournisseurs de farine. Donc le fournisseur de farine, lui l'achète chez l'agriculteur qui fournit les matières premières, à savoir la patate, le plantain et autres. Et nous maintenant on prend des farines chez notre fournisseur qui est une coopérative. Donc du coup, quand nous on a nos farines, nous travaillons plus sur commande, c'est-à-dire qu'on fait des pains sur commande, spécialement les pains, des gâteaux, c'est essentiellement sur commande. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nos produits sont plus pour des personnes ayant des restrictions alimentaires. Donc, ça voudrait dire que dans notre proposition de valeur, c'est que nous proposons des pâtisseries qui sont adaptées aux besoins nutritionnels et spécifiques des personnes. Je prends un exemple, voilà une cliente qui m'appelle, elle a un cancer, elle a diagnostiqué un cancer, elle dit vraiment elle veut la pâtisserie, mais elle ne veut pas une pâtisserie avec du sucre, quelque chose. Donc, il faut lui proposer quelque chose qui va en fonction de ses besoins. Donc c'est un travail au quotidien, c'est un travail de recherche, ça fait... voici la 8e année sur laquelle nous travaillons sur les farines locales. Ça a pris le temps que ça a pris, mais aujourd'hui nous sommes satisfaits du résultat que nous avons par rapport à ces produits. Et nous communiquons généralement à travers le digital, à travers certains médias comme nous sommes là aujourd'hui. Merci, merci du privilège que vous nous avez accordé. Donc, c'est à travers ces différents canaux, et puis de plus en plus le bouche à oreille, où les gens nous sollicitent vraiment pour pouvoir obtenir nos produits. Et là, on est en train de vouloir travailler vers l'exportation des produits parce que s'il faut se fier au marché local, je vous assure, ce ne sera pas évident. Justement, je voulais en venir à la question du retour sur investissement. Ça fait 8 ans que vous êtes dans le domaine. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré, vous dites, la clientèle s'agrandit un peu plus, est-ce que vous avez le retour sur investissement? C'est vrai, le projet a commencé depuis 8 ans. En 8 ans... Pendant pratiquement 5 ans, ça n'a pas été évident du tout. Pendant 6 ans, en fait, j'étais plus en mode vraiment recherche et développement, en mode positionnement à avoir, en mode vraiment... Ça n'a pas été facile. Ça, le parcours d'un entrepreneur, et c'est pourquoi je l'ai dit au début, si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour se faire de l'argent, je vous assure, mais il faut changer de métier, il faut faire autre chose. Donc, du coup, ça a été... 6 années de patience, de haut et de bas, vraiment des jours et des nuits d'insomnie, de pleurs, de joie et autres. Mais véritablement, je peux dire que le projet a vraiment pris corps en 2022, en octobre 2022, où on a pris des associés parce que par rapport à la vision de l'entreprise, je me suis dit, c'est une vision qui ne peut pas être portée seule. Il faut s'entourer des personnes qui ont une certaine expérience dans le domaine et qui peuvent apporter un plus pour que l'entreprise puisse se développer. Donc, c'est véritablement en octobre 2022 qu'on a commencé. Donc, là, pour le moment, on ne peut pas encore parler vraiment de retour sur investissement. Mais comme nous sommes là pour résoudre un problème, pour venir en aide, pour faire plaisir aux gens, c'est d'abord ça que nous mettons en avant, mais nous savons que l'argent viendra. D'accord. Vous parlez de stratégie, vous parlez d'exporter
vos produits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pensé à mettre en place, par exemple, c'est un exemple que je prends, un réseau de distribution qui permettra de faire connaître davantage vos produits? Et je parle là de la question de la création d'emplois. L'une des choses qui m'a motivée à pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement les farines locales, c'était de créer de la richesse au Cameroun, de créer de la valeur. C'est vrai, oui, nous avons eu à penser à un réseau de distribution. Bon, malheureusement, des personnes que nous avons eu à solliciter, et jusqu'à récemment encore, il y a 2 semaines de cela, on a eu à solliciter quelqu'un qui fait dans ça. Bon, malheureusement, ne nous a pas encore donné un retour, oui. Mais c'est quelque chose de prévu parce qu'il est important aujourd'hui, même si la jeunesse est de plus en plus paresseuse, mais il est important de leur donner l'opportunité de travailler, d'avoir de l'expérience et autres. Ça fait partie de nos ambitions. Alors, avant de revenir au secteur de l'emploi, je veux parler de la question environnementale, qui aujourd'hui est cruciale dans la majorité des pays. Comment est-ce que vous faites pour allier les deux? Déjà que l'agro ou l'agribusiness se présente comme une solution réparatrice au problème de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez pour allier les deux? C'est-à-dire, je protège l'environnement, je nourris la population et je suis entrepreneur. En fait, il faut noter que nous avons le privilège ou alors la chance d'être dans un domaine qui ne génère pas vraiment de déchets. Ça, il faut le reconnaître. Les seuls déchets, c'est les coquilles, les œufs que nous utilisons. À part ça, vraiment, nous n'avons pas de déchets. Mais qui peuvent également être réutilisés. Voilà, exactement. Exactement, je voulais en venir là. En fait, nous sommes dans un projet de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour pouvoir réutiliser les coquilles d'œufs, nous, c'est plus encore sur le plan santé, parce que c'est notre dada, vraiment de prendre soin des personnes. Nous sommes en pourparlers avec comment on les appelle encore? Un éleveur. Voilà. Il élève les poules du village. Donc là, les œufs de poules du village, même si ce n'est pas ici à Douala, parce qu'on est en train de voir avec les coûts, tout ce que ça peut comporter, de pouvoir plutôt utiliser leurs œufs, parce que déjà c'est riche en protéines et autres par rapport aux œufs. Les pans d'œufs. Voilà, aux œufs habituels. Et si nous réussissons à travailler avec les coquilles d'œufs maintenant vont pouvoir être exploitées pour faire des poudres de coquilles d'œufs pour une consommation parce que c'est riche en calcium et autres. Donc voilà comment nous sommes en train d'envisager, n'est-ce pas, pour que nous, à notre niveau, que ce soit vraiment zéro déchet dans la nature. Très bien. Alors, on va donc revenir sur le taux de chômage et la paresse évoquée là. Alors, selon l'Organisation internationale du travail, ça, c'est les chiffres de 2022, on parlait d'un taux de chômage de 12,7%. On avait pratiquement plus de 20 millions de jeunes en âge de travailler qui, malheureusement, étaient sans emploi. Est-ce que c'est un manque d'opportunités ou un manque ou la paresse que vous avez évoquée il y a quelques minutes? Je vais vous partager nos expériences en tant qu'entrepreneurs ici au 237. Les opportunités d'emploi, il y en a tellement. Je vous assure, il y en a tellement. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on apprend aux jeunes lorsque le jeune arrive en entreprise, c'est qu'il veut juste de l'argent, mais il ne veut pas travailler du tout. Peut-être il se dit l'entreprise a un agent gardé, dès qu'il arrive, on lui donne sans qu'il ne puisse pas travailler. Mais pourtant, lorsqu'on va dans une entreprise, on est payé sur la base d'un rendu, d'un travail qui est fait, et c'est là où on est payé. Alors, pour moi, je pense que l'éducation de ces jeunes est vraiment à revoir. Les opportunités, il y en a tellement. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, j'étais dans un processus de recrutement. J'ai appelé pratiquement une dizaine de personnes. Une seule personne est venue en entretien. Parce que c'est un métier qui a trait à l'agriculture. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Du moment où la personne ne vous explique même pas, peut-être ne s'excuse même pas pour dire, voilà, je ne peux pas être là. Je ne peux pas savoir. Et c'est plusieurs fois comme ça. Avec la jeunesse aujourd'hui, je vous assure des opportunités. Il y a tellement d'entreprises.
tellement d'entreprises, mais ils ne veulent pas faire des efforts. Mais c'est dû à quoi? La plupart de ces jeunes parlent du manque de financement, parlent du manque de projets. Où se trouve la richesse aujourd'hui? De plus en plus, l'agro et l'agribusiness se présentent comme des secteurs porteurs du développement économique dans nos pays. Mais on a l'impression parfois que la richesse est un peu ailleurs. Non. Moi, je pense que la richesse soit ailleurs. Il y a des métiers aujourd'hui qui peuvent être appelés à disparaître, et surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais l'agrobusiness ne pourront pas disparaître. Donc, on ne pourra pas avoir des machines qui feront tout. Du tout. Donc, la richesse est justement là. Je pense qu'il y a un problème d'éducation encore. Vraiment, je le dis, il faut que les parents prennent le temps d'éduquer leurs enfants. Et j'aime souvent partager ces expériences en disant que, même dans ma propre famille, je fais un constat selon lequel, dans la plupart des maisons où il y a des ménagères à la maison, c'est la ménagère qui fait pratiquement tout. Même dresser le lit de l'enfant le matin, c'est la ménagère qui fait. Tout ce que l'enfant sait faire, c'est de se laver, de prendre le petit déjeuner, d'aller à l'école, rentrer, étudier, ainsi de suite. À la maison, on ne lui apprend pas à laver son assiette, à laver son habit et autres. Et vous pensez que l'enfant, là, si on a mis dans sa tête que va à l'école, il faut avoir des diplômes et après il faut travailler. Il n'a pas la compétence, il va travailler comment? Il faut avoir quel salaire s'il n'a pas la compétence? Et quand ils arrivent en entreprise, c'est qu'ils sont ingénieurs, ils ont un master X, Y et tout. Et c'est ça qu'ils mettent en avant. Mais ils ne cherchent pas à avoir la compétence dont ils ont besoin pour pouvoir travailler. Donc moi, je pense que vraiment, il y a un problème d'éducation. Malheureusement, les parents, aujourd'hui, ont abandonné un peu l'éducation des enfants aux enseignants à l'école. Et l'école aussi est déjà débordée. Il y a un travail à refaire avec ces jeunes. Il faut retravailler, en fait, leur mindset, leur apprendre, c'est-à-dire à pouvoir utiliser leurs mains pour pouvoir travailler. Ça, c'est un gros handicap. Et je pense que ça se ressent même dans tous les secteurs aujourd'hui. Même les grandes entreprises aujourd'hui qui recrutent les jeunes ont ce problème. Donc, imaginez si eux qui ont des budgets qui n'ont pas de difficultés à payer quelqu'un à la fin du mois, à plus forte raison, nous, les petites entreprises, vous comprenez que c'est un problème vraiment sérieux. Mais est-ce que, Madame Omesson, il ne serait pas important aujourd'hui peut-être de réorienter le cursus scolaire et de se concentrer vers ces domaines créateurs de richesse? On a plus de général que de technique. C'est une option. C'est une option qui est pour moi envisageable. Mais comme je dis encore, c'est que ça commence d'abord à la maison. Parce que si à la maison, on n'a pas appris à l'enfant à faire quelque chose, vous allez voir aujourd'hui, je vous assure, les répercussions sont à tous les niveaux. Parce que l'enfant qui est habitué à un luxe à la maison, à l'école, l'enseignant ne peut pas lui dire quelque chose. On le sait tous. Oui. Et du coup, l'enseignant n'a pas le pouvoir de dire au fait que ce soit l'enfant. Parce que moi, je me rappelle quand on était à l'école primaire, si tu as mal fait quelque chose, l'enseignant va te fouetter correctement et bien. Et le parent va venir dire que non, tu as bien fait. Mais aujourd'hui, le parent va être le premier à l'intimer à l'enseignant de ne pas toucher son enfant. Or, lui-même, à la maison, n'arrive pas à éduquer son enfant comme il se doit. Et ça se répercute un peu partout dans la société aujourd'hui. Et ça commence à se ressentir. Dans 10 ou 20 ans, je vous assure, si rien n'est fait, ce sera la catastrophe. Effectivement, tout est pratiquement à revoir dans l'éducation de ces enfants. Tout est à revoir. Aujourd'hui, l'école, pour moi, vraiment, les diplômes ne servent plus à rien. Mais il faut chercher à avoir la compétence manuelle. Voilà, alors je vous poserai les dernières questions avant de sortir de cet entretien. On parle beaucoup, de plus en plus, de la zone de libre-échange continentale qui, ça fait pratiquement 1 an, est mise en place dans la majorité des pays, quoique l'Afrique centrale reste un peu à la traîne. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez vous positionner au sein de la SLECAF pour justement être cette entreprise que vous envisagez, puisque vous envisagez un pot gros dans les années à venir? Très bonne question. En fait, je dirais que la zone de libre-échange continental, c'est une très grande opportunité pour les entrepreneurs camerounais. Mais en même temps, c'est un risque. C'est un risque parce que comme les Camerounais aiment justement consommer les produits venus d'ailleurs, si on ne fait pas attention, on risque d'être absorbé par le marché étranger. Alors, je pense que c'est à nous vraiment de travailler
Je dis de travailler vraiment très dur pour se positionner. Parce que nous, par exemple, dans notre entreprise, notre vision, c'est d'être une référence en Afrique centrale lorsqu'on parle de pâtisserie sans gluten, pâtisserie diététique, vraiment qu'on soit une référence. Et c'est un travail qui se construit, en fait. C'est un travail qui se construit. Ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 1 semaine. Ça prend du temps, certes, mais il faut se construire une image de marque qui reste. Donc, peu importe que ce soit au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, il faut que ce soit, quand on parle de pâtisserie, quand on parle de XY, qu'on sache que non, il y a une entreprise comme ça au Cameroun qui fait. Et ça, aujourd'hui, le digital nous aide énormément parce que c'est le seul moyen par lequel, étant au Cameroun, mon produit peut être connu aux États-Unis, dans l'Amazonie et un peu partout. Donc, il y a un travail profond que nous, entrepreneurs camerounais, devons faire, non seulement en insistant sur la qualité, parce que dans ces pays africains, il y a des pays qui sont super exigeants en termes de normes, même si nous, on laisse n'importe quoi, il y a des pays qui n'acceptent pas n'importe quoi. Alors, si ces pays-là travaillent la qualité de leurs produits et que ça arrive au Cameroun, sinon on néglige la qualité de nos produits, je pense qu'on va se laisser vraiment absorber. Donc, il est important et urgent de travailler vraiment sur la qualité de nos produits et en même temps l'image de marque aussi de nos produits. Et peut-être vous projetez sur les prochains mois des boulangeries avec des produits pour la santé des gens sans gluten. Vous savez pourquoi je ris? Parce que là, vous êtes en train de toucher, en fait, le nerf même de ma bataille au quotidien. C'est-à-dire que dans 2-3 ans maximum, d'avoir une boulangerie à Douala, une boulangerie à Yaoundé qui est essentiellement, et j'ai déjà le nom, Bien-être, boulangerie Bien-être. D'accord. Donc, c'est une boulangerie où on ne vend que des produits pour le bien-être, en dehors des pâtisseries, que ce soit des jus, que ce soit des boissons chaudes et autres, mais que ce soit essentiellement. C'est-à-dire que si quelqu'un se soucie de son bien-être, il cherche une boulangerie, il sait là, il va bien-être. Merci beaucoup, Blanche Onguesson, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un honneur pour moi. Alors, je vais rappeler que vous êtes présidente directrice générale de Daven Bakery SAS, spécialisée dans la transformation des farines locales en pâtisserie sans gluten diététique. Diététique, exactement. C'est notre spécialité. Nous sommes là pour répondre aux besoins. Je dis encore, des personnes qui ont beaucoup de problèmes de restrictions alimentaires. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.